Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Situation tendue au Mali, des soldats ont pris le contrôle tôt ce mardi du camp militaire de Kati dans la proche banlieue de Bamako. Selon une source militaire, le président malien et son premier ministre ont été arrêtés cet après-midi. L'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural effectue une tournée pour remettre les sites d'implantation des ouvrages dédiés aux entreprises après Banan dans les collines, l'étape de Kalale et Segbana dans ce 20h. Et puis, on s'intéresse aussi dans ce journal au projet relatif à la sédentarisation des éleveurs qui va contribuer au développement du secteur de l'élevage, une initiative du gouvernement qui a été présentée à la communauté Peul. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue aux 20h. Tension au Mali, des coups de feu ont été entendus au niveau du camp militaire de Kati tôt ce mardi. Des soldats ont tiré des coups de feu et pris le contrôle du camp et de certaines routes qui mènent vers Bamako, la capitale malienne, située à 15 km de Kati. Des arrestations de hauts gradés de l'armée et de personnalités auraient été enregistrées. Précieuse à Kwehono. Ce mardi matin, des militaires en colère ont pris les armes au camp de Kati et ont tiré en l'air. Ils étaient nombreux et très nerveux, a déclaré à l'agence France Presse un médecin de l'hôpital de Kati, à une quinzaine de kilomètres de la capitale Bamako. Les raisons de ce coup de colère sont inconnues. À la mi-journée, la situation était devenue calme et on n'entendait plus de tirs, selon un correspondant de l'agence France Presse présent à Kati. Toute la zone est bouclée par les militaires, les bérets verts, a constaté le correspondant de l'AFP. Plus tard, les gens descendent dans la rue à Bamako, la capitale du Mali. Des manifestants anti-gouvernementaux saccagent les bureaux du cabinet d'avocats, dont le ministre de la Justice fait partie à Bamako. Aussitôt, la communauté internationale a réagi. L'ambassade de France au Mali a recommandé la prudence. Il est instamment recommandé de rester chez soi, a-t-elle indiqué sur Twitter. Les États-Unis s'opposent à tout changement de gouvernement en dehors du cadre légal au Mali, y compris par l'armée, a indiqué l'émissaire américain pour le Sahel. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, rappelle sa ferme opposition à tout changement politique anticonstitutionnel et invite les militaires à demeurer dans une posture républicaine, a-t-elle indiqué dans un communiqué. Aux dernières nouvelles, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre seraient aux mains des militaires en révolte. Une autre source militaire affirme qu'ils auraient été amenés à Kati. Et pour analyser cette actualité avec moi sur ce plateau, James William Bagidi, chroniqueur international. Bonsoir James. Bonsoir Ariane, bonsoir à tous. Alors, comment en est-on arrivé là ? Alors, la situation au Mali procède d'une dégradation de vieille date de la situation globale du pays. On sait très bien que depuis l'arrivée au pouvoir du président Ibrahim Boubacar Keïta, il y a environ 7 ans, il n'a pas réussi fondamentalement à ramener la sécurité et la paix dans le pays. Le nord du pays reste aux mains des djihadistes très globalement, puisque ces derniers attaquent très souvent les convois militaires, attaquent les camps militaires et ont jusque-là commis énormément de dégâts au niveau des forces de défense et de sécurité. Et cette situation a
profondément choqué les militaires de telle manière que ces derniers se disent que le gouvernement, les autorités détournent les ressources destinées à leur permettre d'avoir les moyens de combattre efficacement les djihadistes. Il faut aussi noter qu'il y a une crise politico-sécuritaire qui est en cours depuis maintenant quelques semaines, je dirais quelques mois. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est contesté depuis les dernières élections. D'abord, il a pu emporter les dernières élections présidentielles, mais depuis les dernières législatives, il y a une contestation très vive menée par notamment l'imam Mahmoud Dicko. On sait très bien que cette contestation procède des résultats des élections législatives qui ont été modifiés par la Cour constitutionnelle. Beaucoup de candidats élus de l'opposition ont perdu leur siège sur décision de la Cour constitutionnelle au profit des candidats de la mouvance présidentielle. Bien entendu, l'opposition a très mal pris la chose et donc la situation à l'intérieur du pays s'est fortement dégradée. Les opposants réclament depuis maintenant plusieurs mois le départ du pouvoir du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ce dernier n'a pas cédé à cette demande-là et les propositions qu'il a eu à faire aux opposants pour leur donner je dirais un gage, ces propositions sont très largement insuffisantes aux yeux de ces derniers pour permettre que la situation revienne à la normale. Dans cette circonstance, qu'un coup d'État puisse provenir du camp militaire de Kati, de la garnison militaire de Kati, ou du moins au moins une tentative de coup d'État, ça ne peut pas être très étonnant puisque en 2012, c'est déjà à Kati que se trouvait le général, à l'époque capitaine Sanogo, quand avec une troupe à sa solde, ils se sont dirigés vers Bamako pour faire tomber l'ancien président de la République d'alors. Donc voilà un peu, on est dans une situation qui se dégrade et qui malheureusement aujourd'hui est encore pire que celle qu'on a connue ces dernières semaines. Mais dans cette crise au Mali, on sait que la CEDEAO a fait des médiations. Est-ce que vous pensez que quelque part il y a eu des erreurs? La médiation de la CEDEAO a pratiquement épousé les postures du président de la République et de son gouvernement, de ses partisans. C'est-à-dire que les opposants demandent la démission du président de la République. Certes, ce n'est pas constitutionnel. Le président de la République a été élu, bien sûr, pour un mandat déterminé. Il doit exécuter son mandat jusqu'à la fin. Mais en dehors de la démission du président, sur laquelle les opposants étaient quand même à un certain moment disposés à revenir, il n'y a pas eu d'autres gages. La CEDEAO s'arc-boute pratiquement sur les mêmes positions que le gouvernement malien, donc maintien du président de la République, maintien du Premier ministre en place. En plus de cela, la CEDEAO a permis au président de la République de nommer certains membres du gouvernement récemment au poste régalien et maintenant il restait seulement à l'opposition à faire des propositions pour les postes qui sont des postes que l'on peut considérer comme des postes de seconde zone. Dans cette circonstance-là, bien sûr, on a l'impression que la CEDEAO a pris position en faveur du président en exercice et l'opposition ne pouvait avoir autre moyen que les manifestations de la rue pour s'exprimer. Des manifestations étaient prévues encore pour les prochaines semaines, mais voilà que les militaires ont devancé les choses en commettant ce qui ressemble fort aujourd'hui à un coup d'État. Alors, concrètement, quel rôle l'imam Dicko, que nous connaissons tous, a-t-il pu jouer dans la situation de ce jour? L'imam Dicko, son rôle dans la crise d'aujourd'hui, dans ce qui, comme je l'ai dit, ressemble à un coup d'État, n'est pas encore très clair. On ne l'a pas encore entendu depuis le début de la mutinerie, mais on sait très bien que l'imam Dicko s'est fortement opposé au président de la République. Il a des ambitions qui ne se cachent plus. Il est le leader incontestable de l'opposition depuis maintenant quelques mois, surtout depuis l'enlèvement de l'ancien Premier ministre Cissé. Et donc, il a forcément comme une caution, ils doivent servir un peu comme une caution morale à tout mouvement de contestation du pouvoir de Ibrahim Boubacar Keïta, que l'on a vu dans une posture un peu très, obstiné ces dernières semaines. Et donc, si Mahmoud Dicko n'est pas celui qui a commandité ce qui semble être un coup d'État, il doit être quand même une forme de caution morale pour ce qui est en train de se passer. En tout cas, jusqu'à ce qu'il s'exprime et qu'il nous dise qu'il est contre ce coup d'État, nous comprendrons. Mais très rapidement, est-ce qu'il faut craindre pour la vie du président malien? S'il est vrai que Ibrahim Boubacar Keïta a été arrêté formellement avec son Premier ministre et que les militaires le détiennent et qu'il a été arrêté vivant, je ne pense pas qu'il faut craindre, qu'il faille craindre pour sa vie. Il n'est pas dans l'attitude des militaires d'abattre
des autorités politiques de ce rang-là, surtout quand on sait que la communauté internationale aujourd'hui est très très fortement opposée au coup d'État. On l'entend depuis cet après-midi, beaucoup de chancelleries internationales s'opposent à ce coup de force. Et donc, une fois qu'il a été arrêté, il est peu probable que les militaires attendent à sa vie. Merci James William Gbagidi d'avoir été l'invité de ce 20h. Ce journal se poursuit. Retour au Bénin. Les populations de Zé sont favorables à un second mandat du président Patrice Talon. Elles ont suscité dimanche la candidature du chef de l'État pour la présidentielle 2021. Lenaï Kagbazao pour les détails. L'homme a mis le Bénin sur les rails du développement et ne doit pas se contenter d'un seul mandat. Il lui en faut un second pour parachever l'œuvre entamée. C'est le message ici porté en chœur par les jeunes et femmes de la commune de Zé qui rêvent de la réélection de Patrice Talon en 2021. Nous, jeunes de la commune de Zé, prions son Excellence le président Patrice Talon de bien vouloir accepter de déposer sa candidature pour les élections présidentielles de 2021. Ce faisant, il pourra poursuivre et finir l'œuvre entamée dans l'intérêt de la jeunesse béninoise en général et celle de Zé en particulier. Secteur par secteur, le curseur est mis sur les nombreuses actions de développement engagées par l'actuel chef de l'État, lesquelles actions méritent d'être conduites à leur thème. Depuis avril 2016, nous avons eu l'agréable plaisir de constater que le président Patrice Talon a démarré la mise en œuvre d'un vaste programme d'action qui amorce le développement tant attendu par le peuple béninois. Les problèmes d'emploi qui constituent une hantise pour les jeunes depuis des dizaines d'années qui sont progressivement en voie de résolution. La corruption et la mauvaise gouvernance qui empêchaient de mobiliser des ressources nécessaires à la création des conditions d'emploi sont conjuguées au passé. Le vaste programme de construction des voies publiques et des pistes rurales, la mise en œuvre du programme d'électrification rurale. Chers sœurs, vous n'êtes pas sans savoir que notre président a tellement œuvré pour l'amélioration de nos conditions de vie à travers ses multiples œuvres, salvatrices notamment, l'augmentation sensible du montant du microcrédit, la construction et la modernisation des marchés, la construction à Z d'un marché international à bétail, générateur de nombreuses activités rentables pour les femmes, la dotation en eau potable des villages à travers la construction des forages. L'autorité communale a promis de transmettre le message acquis de droit. Une impressionnante délégation de l'Union progressiste est venue au nom du parti soutenir l'initiative de Zé. Vous avez pleinement raison. Je crois que nous tous, nous qui sommes vos devanciers, vos aînés, nous qui sommes les responsables des formations politiques qui soutiennent l'action du gouvernement, nous sommes là. Nous devons emboîter vos pas. Hier, c'était Ouida. Aujourd'hui, c'est Zé. Demain, ce sera ailleurs. Et je serai présent chaque fois que ce sera nécessaire pour dire à la population, laissez de côté toutes vos querelles partisanes et apprécier le travail qui est fait. Appréciez ce que vous voyez. Appréciez ce que vous vivez depuis 2016 à travers les actions du gouvernement, les actions du président Talon. C'est un cri de cœur que j'envoie à travers mon soutien à la commune de Zé. C'est dire au chef de l'État, notre ami, notre frère, le président Talon, d'écouter l'appel des différentes communes pour que nous puissions savoir rapidement qu'il a pris une décision afin que le vrai travail commence sur le terrain. Le vœu de tous ici présents est que l'appel de Zé connaisse un écho retentissant afin que Patrice Talon se déclare candidat à la présidentielle de 2021. Après les élections communales et municipales de mai 2020, les responsables du parti Union progressiste ont rencontré leur base à Savet. Nestor Sella et Michel Egbe nous en disent plus. Les leaders de l'Union progressiste de Banté sont préoccupés par les questions de reddition de comptes à la base. Face à leurs militants, ces leaders déclinent les forces, les faiblesses des élections communales de mai 2020. Une occasion bien propice pour donner carton vert au gouvernement de la rupture dans sa lutte pour la modernisation du Bénin.
La population de Banter, comme je l'ai calculé tout à l'heure, est une population qui observe d'abord. Mais une fois que ça prend, c'est pour une fois de bon. Je voudrais dire à nos responsables au niveau de l'UP, au chef de l'État, le président Patrice Talon, que la population de Banter est dorénavant engagée derrière eux. C'est un signal fort. Si nous sommes passés du simple à multiplier le nombre de voix par 10, cela signifie que pour les élections qui viennent, c'est déjà de façon spectaculaire que la commune de Banter va s'aligner devant le candidat que l'UP va choisir. Les militants de l'UP disent non à ceux qui pensent que Banter est une zone rouge pour le pouvoir en place. Nous ne pouvons pas juger qu'on ne bénéficie pas de ces actions. C'est le moment pour nous de le remercier et lui dire que les femmes sont vraiment engagées pour soutenir le parti UP, l'Union progressiste, dans la commune de Banter. Le score issu des élections communales de mai 2020 n'émousse guère l'engagement des militants de l'UP dans la mouvance présidentielle. Au contraire. Nous disons que la commune de Banter, telle que vous le constatez depuis des années maintenant, a déjà pris la marche sans retour vers la rupture et dans la rupture. On a vu les résultats des élections passées. Ce n'était pas trop encourageant. Donc on a souhaité se revoir comme ça pour qu'on puisse améliorer les scores lors des élections prochaines. Les élections présidentielles s'annoncent. Et donc nous avons à l'idée de rediscuter avec la base pour que, en son temps, dès que la direction du parti UP nous dira voilà l'orientation à suivre, que nous ne puissions pas aller en rang dispersé. Nous exhortons le président du parti a plaidé le cas de la commune de Banter auprès du chef de l'État pour que quelque chose soit fait dans les jours à venir dans la commune de Banter. Les leaders de l'Union progressiste dans la commune de Banter sont aussi préoccupés par le respect strict des gestes barrières définis par le gouvernement contre la Covid-19. La commune de Savay dispose désormais d'un nouveau bureau provisoire communal pour la coordination des activités de l'Union progressiste. Les nouveaux membres ont été installés à l'occasion d'une séance de concertation. Nestor Sella et Michel Legbe. Les mêmes causes ne produiront plus les mêmes effets pour l'Union progressiste dans la commune de Savay. Les comptes performances enregistrés lors des élections communales de mai 2020 interpellent ces militants réunis pour se remobiliser afin de réaliser le défi de l'heure. Chers militants et militantes UP de la commune de Savay, l'heure a sonné pour un rassemblement effectif dans une structure locale de coordination de nos activités. Que pouvons-nous faire ensemble? Que pouvons-nous faire personnellement pour le développement de notre chère commune? La réponse est ici et maintenant. C'est tout simplement notre ferme engagement pour le positionnement de notre commune sur l'échiquier politique des communes sous contrôle de l'UP. Si nous voulons être à la table de partage de pouvoir d'État, nous devons nous mobiliser fortement pour le triomphe de l'UP dans la commune de Savay. Nous avons déjà mis en place des stratégies pour que ça ne se reproduise plus. Donc, il y avait eu plein de frustration et il y avait eu un peu de malcompréhension, mais je crois que tout cela a été discuté et que les choses vont reprendre. Et là, on ne va plus observer de tels résultats dans la commune de Savay. Nous avions eu une mauvaise coordination au niveau de l'UP Savay et les résultats ne nous ont pas trompés. Nous n'avions eu que 3 conseillers sur les 19. Donc ça, il va falloir que dans ces conditions qu'on se retrouve pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Il est temps maintenant que nous mettions en place une coordination provisoire pour organiser désormais tout ce qui concernera l'UP à Savay. Ils soutiennent ici que Savay n'est pas une zone rouge pour le pouvoir en place.
Cérémonie de présentation des copies des lettres de créance de 2 ambassadeurs au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Il s'agit de celui du Japon près le Bénin et du représentant résident de la CEDEAO au Bénin, Axel Donsi, Calvador Armand. Cérémonial minimaliste au cours de cette audience diplomatique. Conteste anti-Covid oblige. Les 2 hôtes reçus du ministre des Affaires étrangères et de la coopération viennent présenter leur hâte d'entrée en poste au Bénin. Le Japonais, nouvel ambassadeur du Japon près le Bénin. Je suis très heureux d'être en poste ici, à cette période très historique pour votre pays et aussi pour les relations amicales entre le Bénin et le Japon. Et avec Monsieur le ministre des Affaires étrangères, nous avons parlé de nouveaux projets à venir, surtout du projet de construire un échangeur. Ce sera une contribution très importante pour améliorer le développement économique au niveau des infrastructures routières, pour améliorer la mobilité des personnes. Le second hôte, Blaise Diplo-Dioman, est à reconnaître comme le représentant résident de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Je voudrais vous signifier ma joie de me retrouver au Bénin en tant que représentant résident et remercier les hautes autorités béninoises d'avoir accepté mon accréditation. Bon, je viens au Bénin, un pays que je connais bien, pour être le trait d'union entre les différentes agences et institutions de la CEDEAO et le pays hôte. 72 ans, Blaise Diplo-Dioman est de profil économiste. Quant au Japonais, nanti d'une licence en arts et sciences, il prend ses offices diplomatiques à Cotonou au bout de ses 55 printemps. La Banque ouest-africaine de développement a désormais un nouveau patron. L'identité du nouveau président de l'institution financière sous-régionale a été déclinée via un projet de communiqué de presse ce mardi. À l'annonce de la nouvelle, Lénaï Kagwazao s'est intéressé au parcours de l'homme. Regardez. Miwablo, puisque c'est ça dont il s'agit, est une initiative qui peut permettre de rassembler les Béninois. C'est lui le nouvel homme fort de la BOAD, Serge Ekoué. Un couronnement pour la brillante carrière de ce banquier chevronné de renommée internationale. Né en 1966 à Porto Novo, de parents béninois, Serge Ekoué est depuis 2020 conseiller spécial du président de la Banque ouest-africaine de développement. Avant son arrivée à la BOAD, Serge Ekoué était le directeur général de l'établissement financier français Natixis pour le Royaume-Uni à Londres. Responsable des solutions de marché de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique et directeur du département Afrique et de la Russie. Il a également dirigé des activités de marché pour la zone Asie-Pacifique et assumé la direction générale de Natixis basée à Hong Kong. Un riche parcours que le diplômé de l'Université de Paris 5 et de l'Institut d'études politiques de Bordeaux mettra au service de l'institution financière sous-régionale. Sa nomination fait suite à l'avis favorable de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UOMOA sur proposition des autorités béninoises. Serge Ekoué vient donc remplacer Christian Adové-Landé. Le désormais président de la BOAD sera officiellement installé dans ses nouvelles fonctions le 28 août 2020. Sachez, mesdames et messieurs, que la zone de libre-échange continentale africaine dispose désormais d'un siège. Son inauguration a eu lieu à Accra, au Ghana. Le ministre des Affaires étrangères a participé à la cérémonie par visioconférence. Gilles Dansou, Igor Ayosso pour le compte-rendu. Des locaux mis à la disposition de l'Union africaine par le gouvernement ghanéen pour abriter le siège de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf en abrégé. La mise en service du siège de cette institution marque le point de départ de l'exécution de l'un des projets contenus dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Pour les membres de cette organisation africaine, la ZLECAf est un instrument pour booster le commerce dans cet espace. À son inauguration, le ministre des Affaires étrangères a pris part par visioconférence. Le contexte sanitaire oblige.
Depuis la conception de la SLECAF jusqu'à sa mise en œuvre, le Bénin a participé à toutes les étapes. Cet espace commercial interafricain se révèle bénéfique à la croissance durable du continent. Voilà pourquoi l'Union africaine s'en est dotée. L'approvisionnement en eau potable de la totalité de la population béninoise, objectif prioritaire parmi d'autres du gouvernement, se poursuit sans relâche. Les arrondissements non encore desservis des communes de Kalalé et Segbana sont désormais pris en compte. James William Bagidi pour le point. Scène de vie du quotidien de femmes, d'hommes et d'enfants dans des villages ordinaires situés dans le nord du Bénin. L'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, à la tête de la délégation qu'elle conduit, fait escale à Kalalé, puis à Segbana, deux communes frontalières du Nigeria, à cheval sur les départements du Borgou et de la Libori. De part et d'autre une constante, la pénurie d'eau potable. Séance de travail liminaire avec les autorités communales, discussion sommaire autour des mesures prises par le gouvernement pour sortir les 47% de Béninois non encore couverts par la fourniture d'eau potable, des situations difficiles qu'ils connaissent, puis descente sur le terrain. À chaque étape, les objectifs de cette mission de l'ANAEP-MER sont présentés aux populations, elles que le président de la République et son gouvernement s'emploient depuis 2016 à sortir des situations de manque d'eau potable. À l'avènement du gouvernement, un état des lieux a été fait et a révélé que le taux de décès était de 42% environ. Alors, ayant fait ce constat, le gouvernement a rapidement adopté deux stratégies simultanées. Des actions de réparation et de réhabilitation des ouvrages hydrauliques existants. Cela a permis de relever le taux de décès de 42% à 53%. La seconde stratégie a consisté en des réflexions techniques. Ces études ont abouti à de nouvelles directives de dimensionnement des ouvrages hydrauliques au Bénin, surtout en milieu rural. Ce que nous avons adopté, c'est de grands systèmes d'approvisionnement en eau potable, multi-villages. À Kalalé, le réseau prévu s'étend sur 50 km de linéaire et répond à des caractéristiques précises. C'est un forage qui est capable de donner jusqu'à 40 m3 heure. Un château de 250 m3 sur 21. Un réseau de distribution d'environ 50 km également. Et dans une phase de transition, nous comptons réaliser 23 bonnes fontaines au bénéfice des 3 villages et les localités. À Segbana, les ambitions sont sensiblement les mêmes. C'est un réseau d'environ 45 km, un château d'eau de 250 m3 sur 15 mètres. Et c'est des réseaux qui sont dimensionnés pour permettre le raccordement domiciliaire. Rigoureusement sélectionné à la suite d'un appel d'offres international, l'entreprise en charge des travaux de ce lot rassure de sa capacité à livrer les chantiers dans les délais impartis, mais pour cela, sollicite la contribution des populations bénéficiaires. Nous sommes ici en tant que famille, premier tout. Nous sommes venus se loger dans les localités, puisque même si nous sommes des étrangers, on est des Africains, plus de ça, on est des pays proches. Et on a plusieurs habitudes ensemble. Tout ce que nous demandons auprès des populations et à la tête de les maires de la ville, que nous appuyer. Les mesures envisagées pour résoudre les éventuels désagréments nés de la phase de réalisation des travaux sont également exposés. Le projet a fait objet d'une étude d'impact environnemental, ce qui veut dire que pendant sa mise en œuvre, il peut y avoir des impacts environnementaux et sociaux. À cet effet, quand ces problèmes-là vont surgir, il faut que la population sache à qui s'adresser pour que ces difficultés-là ou bien ces plaintes-là soient gérées, pour que ça ne constitue pas un conflit. Donc c'est pourquoi on déposera des registres d'enregistrement de ces plaintes-là au niveau de la base vie de l'entreprise et au niveau de la mairie. À cette occasion, je voudrais, au nom des populations qui seront desservies et au nom du conseil communal, prendre l'engagement d'accompagner le projet du début jusqu'à la fin. Mes remerciements surtout au gouvernement de son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République du Bénin,
pour son combat contre la pauvreté et pour sa détermination à donner de l'eau potable aux différentes couches vulnérables de notre pays. Nos rêves sont en train d'être réalisés. C'est une joie pour nous. Et c'est une très grande joie. Et vraiment, au nom du maire, nous tenons à remercier le président de la République, M. Talon, pour cet effort qu'il a fourni en pensant à la commune de Segbana. Inscrit au projet 43 du programme d'action du gouvernement et d'un coût global de 21 milliards de francs CFA apporté par la Banque mondiale, la phase pilote d'installation de 16 systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillages est destinée à rapprocher la précieuse ressource claire de ceux qui ici souffrent encore si cruellement de sa rareté. Garantir un accompagnement complet aux jeunes entrepreneurs agricoles en quête de subventions, c'est l'objectif du PADAM, le projet d'appui au développement et à l'accès au marché. Une campagne de sensibilisation sur les critères pour bénéficier de ce projet a été lancée hier à Adjoum. Brice Rongbo, Guillaume Avienou. Des exploitants agricoles du département de Louémé à Zoulisset, un arrondissement de la commune d'Adjoum, pour le lancement officiel des campagnes d'information et de sensibilisation des groupes bénéficiaires du PADAM. Il s'agit du projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché, un projet du PROCAR. Le programme cadre des interventions du FIDA en milieu rural au Bénin. Dans ce projet, d'un coût de 55,8 milliards de francs CFA, au profit de 38 communes du Bénin, le gouvernement a demandé de porter une attention particulière à l'entrepreneuriat agricole des jeunes de 15 à 18 ans. Et ces jeunes-là, on a ciblé 3 catégories. Ceux-là qui sont aujourd'hui auprès de leurs parents dans les exploitations familiales ou qui sont des ouvriers dans les exploitations familiales, même s'ils sont déscolarisés, ils sont ciblés. Ceux-là qui sont sortis des lycées agricoles, mais qui n'ont pas actuellement de travail, qui sont à la maison auprès de leurs parents, ils sont aussi ciblés. On n'a pas oublié les jeunes qui s'essayent déjà à faire quelque chose. Ils sont aussi ciblés. Plus de 1100 jeunes au plan national des deux sexes vont être accompagnés depuis leur formation jusqu'à leur installation. Mais le PADAM reste avant tout une opportunité que 255 000 personnes devraient saisir selon les initiateurs du projet. 4 communes du seul département de Louémé, Semempodi, Dangbo, Adjoum et Avrankou ont été prises en compte. Nous voulons les voir impliqués dans tous les maillons de la production agricole, notamment dans les filières riz, maïs et manioc. La mise en place des premières subventions du PADAM est annoncée pour le 1er septembre prochain. C'est un secteur souvent miné par de nombreux problèmes, des conflits avec des pertes en vies humaines. L'élevage, deuxième secteur en matière de contribution au PIB, connaîtra de beaux jours, et ceci grâce au projet de la sédentarisation des éleveurs. Le projet a été présenté à la communauté Peul par le ministre de l'Agriculture, William Tchouki. Les statistiques de 2017 de la direction de l'élevage indiquent plus de 2 500 000 têtes de bovins pour plus de 3 millions de petits ruminants. Ces animaux sont tous élevés dans un système extensif, un système caractérisé par l'exploitation du parcours naturel, des déplacements réguliers des bêtes, des déplacements qui affectent non seulement la productivité du bétail, la biodiversité, l'équilibre des écosystèmes, mais aussi des conflits graves, souvent soldés par des dégâts matériels et des pertes en vie humaine. La moyenne sur les 5 dernières années, c'est 50 au moins de personnes mortes à cause de la transhumance. C'est des milliers d'hectares détruits. C'est la culture de contre-saison qu'on empêche certaines populations le long des cours d'eau de produire. C'est des conflits interminables à régler entre agriculteurs et éleveurs. Et ces conflits sont d'autant plus tendus lorsque l'agriculteur ne connaît pas l'origine des bêtes. C'est un problème. Allons-nous continuer à compter des morts, à voir des hectares de culture dévastés après le passage des troupeaux de bœufs? Malgré les efforts du gouvernement pour une mobilité apaisée,
les difficultés persistent. Mais aujourd'hui, l'État met sur la table une autre thérapie pour régler le problème. Le ministre Gaston Dossoui l'expose à la communauté des éleveurs. La grande révolution vient dans la sédentarisation des élevages de ruminants. Chers Rouga, ici présents, le troupeau, vos troupeaux, doivent être nourris par ceux qui possèdent le troupeau. Vos troupeaux, nos troupeaux, doivent s'alimenter et boire grâce à nos efforts. Ça veut dire que, contrairement au laisser-aller pour dire la nature va régler, ils vont trouver quand même à manger. Il y a l'herbe, il y a l'espace. Même là où il y a la forêt, nous devons regagner la forêt pour avoir un pâturage suffisant. Le projet de sédentarisation des troupeaux ruminants du Bénin se veut être innovateur. Il prend en compte l'alimentation, la santé et la génétique des animaux. Il n'occulte pas la sécurisation foncière et l'amélioration du cadre de vie des éleveurs. L'action majeure que nous voulons mener, c'est de pouvoir sécuriser le foncier sur 57 000 hectares dans 42 communes. Et vous, éleveurs, à qui on dit que vous n'avez pratiquement pas de terre, on va faire en sorte que le foncier soit sécurisé. Vous resterez dessus sans que personne ne puisse vous toucher. On délimitera les surfaces, on va prendre les dispositions pour avoir un titre foncier pour l'État. Et l'État met le terrain à votre disposition. Vous pouvez l'exploiter, mais vous ne pouvez pas vendre. C'est la différence. Sur le visage des éleveurs, on lit la satisfaction, une adhésion profonde au projet. Un projet qui annonce la fin de conflits et un lendemain meilleur pour tous les acteurs du secteur élevage. La communauté des éleveurs approuve donc et adhère au projet du gouvernement. Les éleveurs n'ont pas manqué d'apprécier cette initiative qui va contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Nous remercions d'abord le gouvernement du président Patrice Talon pour ce que moi je peux appeler un clin d'œil pour l'élevage. Parce que de tout le temps, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche non caricature ça souvent dit qu'il y a un monsieur qui a 3 enfants et qu'il y a un seul qui est entretenu et qui est soutenu, qui est accompagné et donc qui est le plus dodu et le plus gâté, donc c'est l'agriculture. Mais avec l'avènement du gouvernement de la rupture, on se rend compte de plus en plus qu'il y a un engagement et qu'il y a une volonté pour faire bouger un peu les lignes. Depuis le Dahomey jusqu'au Bénin, on entend parler des éleveurs, qu'il y a un gouvernement qui pense aussi que les éleveurs contribuent au développement du pays. Ça a été vraiment une joie pour tous les éleveurs. Depuis que nous avons entendu, on ne croyait pas que c'est vrai. Aujourd'hui, on a entendu ça dans la bouche d'un ministre. Et ce n'est pas n'importe quel ministre, le ministre de l'élevage, qui nous dit que c'est quelque chose de sûr. Donc, je peux dire que nous, on est très fiers d'entendre ça et ça nous donne une joie. Je pense que tous les éleveurs qui sont arrivés ici aujourd'hui sont très contents. Et surtout, quand on a dit qu'on va essayer de tout faire pour qu'ils aient aussi des terres où ils vont rester avec leurs animaux. Ça, c'est quelque chose d'important. Parce que tous les éleveurs qui sont ici, en tout cas de la communauté Peul, ils sont traités d'étrangers. Et je pense qu'ils ne sont pas tombés du ciel, ils aussi sont des Béninois par entière. L'élevage qui était essentiellement conduit sur un parcours naturel va se dérouler désormais dans un espace limité. Cela appelle des changements de comportement, des changements de mentalité, des changements d'habitude. C'est pour cela que le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a jugé nécessaire de rencontrer la communauté d'éleveurs pour non seulement leur présenter ce projet, mais également recueillir leur avis par rapport à cette volonté de promouvoir un nouveau type d'élevage au Bénin.
Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.